et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et formatrice et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé préventive et holistique. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux. Je vous partage des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de la santé. Cette vision, c'est celle où les différentes approches ne sont plus étiquetées, séparées ni stigmatisées. Où au contraire, la science, la médecine quantique et les pratiques ancestrales se mêlent, où la relation à soi avec un grand S, à l'autre et à la nature sont mises à l'honneur. C'est cette vision globale qui, à mon sens, nous permet d'atteindre la pleine santé et un état d'être pour réaliser ce pourquoi nous sommes là. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir sur cet nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Cette personne, c'est Frédéric Aubourg. On a déjà fait 2 épisodes de podcast ensemble. Si vous vous rappelez bien, on a fait un épisode sur l'impact des ondes électromagnétiques. On a fait un 2e épisode pour approfondir ce sujet. On vous parlait des basses fréquences, des hautes fréquences, de l'électrosensibilité. On vous avait parlé des micro-ondes, de la 5G, de beaucoup de choses qui vous intéressaient. Et aujourd'hui, Frédéric est revenu vers moi parce qu'il avait vraiment à cœur de partager dans un premier temps avec moi, puis on s'est dit que faire un podcast, ce serait une super idée. Il a envie de nous parler du Vastu Shastra, que personnellement je ne connaissais absolument pas. Je connaissais le Feng Shui que j'ai appliqué chez moi, je connais la géobiologie. Le Vastu Shastra, on va dire que c'est la branche plus indienne, mais je suis absolument pas experte sur le sujet. Frédéric l'est beaucoup plus que moi. Alors déjà Fred, comment tu vas ? Écoute, ça va super bien. Je suis vraiment très très content de faire ce nouveau podcast avec toi et puis d'échanger sur cette thématique qui me tient vraiment à cœur. Merci d'être là, c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir échanger sur des choses qui m'intéressent énormément. Et puis voilà, tu vois, pour moi, la synthèse que j'ai pu faire dans ce que tu m'as partagé, c'est qu'on est sur une branche plus indienne, peut-être plus ayurvédique aussi. Mhm. Je suppose que peut-être ils l'intègrent aussi dans la médecine, dans leur médecine, donc dans l'ayurveda, mais tu vas pouvoir nous en dire plus. Avant de commencer, c'est vrai que toi comme moi, on a à cœur aussi de partager en fait sur ces thématiques, parce que quand on parle de santé, quand on parle notamment de santé holistique, vous savez que c'est ma mission de faire de la santé holistique une norme. Bien sûr qu'il y a la nutrition, c'est ma porte d'entrée, ça a été ma porte d'entrée. Il y a tout ce qu'on peut faire avec la nature, avec la phytothérapie, avec les techniques d'hygiène de vie, avec vraiment une optimisation en fait de tout ce qu'on peut faire pour notre corps, une optimisation de notre santé. Et forcément, tout ce qui regarde les fréquences, c'est-à-dire les fréquences qui nous entourent, mais aussi la prise de conscience que nous sommes des êtres électromagnétiques, nous avons une certaine fréquence, on a un certain taux vibratoire, et que quand on commence à vouloir rester en bonne santé, la préserver, la retrouver, quand on souhaite avoir plus de clarté mentale, être plus productif, sentir plus d'énergie, quand on a des objectifs physiques particuliers parce qu'on est sportif, ou alors tout simplement qu'on est aussi dans un chemin spirituel, qu'on veut davantage incarner sa spiritualité au quotidien, on commence forcément à un moment donné à s'intéresser à ce taux vibratoire, à ces fréquences, et donc aussi à tout ce qui peut l'impacter. Donc moi, je vous parle souvent aussi de, oui, l'alimentation, la qualité de nos pensées, la gestion émotionnelle, la gestion du stress. J'ai déjà parlé parfois dans des podcasts dans lesquels j'étais invitée également des vêtements que l'on porte, des couleurs que l'on porte, de comment sont faits aussi ces vêtements, avec quelle éthique, tout ça, ça nous impacte. Et donc aujourd'hui, on va faire un focus sur notre environnement. On passe quand même énormément de temps dans une chambre, dans un bureau, dans des bureaux, chez soi, dans son salon, dans sa cuisine, et tout ça nous impacte aussi. Et donc on va pouvoir approfondir tout ça. Voilà. Alors du coup, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, avant d'aller chercher des comparatifs avec ce qu'on connaît peut-être un petit peu mieux, au moins de noms, comme la géobiologie ou autre, est-ce que tu peux nous dire, Fred, qu'est-ce que c'est que le Vastu Shastra ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est tout à fait ça. Le Vastu Shastra, en fait, donc Vastu en sanskrit, ça veut dire le lieu, la forme, l'habitat, l'architecture. Et Shastra, ça veut dire la science. Donc en fait, c'est la science. On l'appelle la science sacrée de l'architecture ou la science la science du lieu. Et en fait, c'est un art ancestral qui a été, on va dire, enseigné par les rishis, qui étaient des sages indiens il y a plus de 10 000 ans en arrière. Et en fait, ces sages indiens s'étaient intéressés à cette thématique parce qu'en fait, ils consultaient beaucoup la nature, ils l'observaient, et puis je pense qu'ils faisaient aussi beaucoup de canalisation pendant leur méditation.
Et en fait, ils se rendaient compte que, ce sont eux en fait qui ont écrit les Védas, donc ces textes sacrés. Et dans ces textes Védas, ils parlent de plusieurs piliers, dont par exemple le yoga qu'on connaît très bien, où là, ils parlent de l'harmonie de notre corps physique. Il parle aussi de l'Ayurveda, donc la médecine indienne, et il parle aussi du Vastu Shastra parce que ça fait partie, comme tu disais en introduction, de notre environnement qui a forcément un impact après sur notre santé. Et du coup, l'idée donc dans ces Védas, ce qui ressort, c'est que aujourd'hui dans notre architecture, en fait, on est complètement déconnecté des lois de la nature, des lois universelles, parce que on fait des bâtiments qui sont carrés, alors que dans la nature, bon bah il y a que des arrondis, que des formes. Si on prend un arbre par exemple, il n'a pas d'arête vive comme on peut avoir dans un coin d'une chambre, d'une pièce. Et en fait, ils ont appliqué tout ce qu'ils retrouvent dans la nature à l'architecture et ils l'ont appliqué dans un premier temps au temple, aux lieux sacrés. Et derrière, ils l'ont aussi dupliqué dans l'habitat pour que l'homme reconnecte vraiment son lieu de vie, ses lieux professionnels aux lois universelles pour que ce soit connecté au sacré. Est-ce qu'on peut approfondir, toi, comment est-ce que tu définirais aujourd'hui, tu vois, cette connexion au sacré? C'est-à-dire que c'est toujours intéressant aussi de se dire, donc peut-être que je rentre tout de suite très, très en profondeur dans le sujet, mais en fin de compte, on est aussi là pour ça. Quel mot tu mettrais là-dessus? C'est-à-dire ce respect du sacré aussi dans l'environnement, pour toi, qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que tu traduis de ce qui t'a été transmis par rapport aux enseignements que tu as suivis sur le Vastu Shastra? Et puis voilà, quel est ton ressenti en fait par rapport à ça? En fait, je pense ce qui vient là quand on parle de sacré, il y a deux choses. La première, c'est que tout à l'heure en introduction, tu parlais de la vibration des fréquences. Donc effectivement, la physique quantique aujourd'hui nous montre que tout est du vide et en fait, on est juste une vibration, une onde. Et en fait, du coup, si jamais un lieu n'est pas connecté au sacré, ça va vouloir dire qu'il est sur des fréquences qui sont beaucoup plus basses, enfin un niveau vibratoire qui va être beaucoup plus bas. Et ça, c'est des choses, tu vois. Par exemple, quand on arrive sur un lieu, on fait toujours une mesure de l'énergie vibratoire du lieu pour voir déjà à combien on se situe au départ. Et à la fin d'une harmonisation en Vastu Shastra, on refait cette mesure et on voit qu'elle a été multipliée par 30, par 40, par 50, en fonction de ce qu'on arrive à faire sur place. Et c'est là qu'on peut sentir qu'on a vraiment reconnecté le lieu, on va dire, au sacré. Donc ça, on va dire, c'est une première mesure qui est une mesure radiesthésique, hein, avec des outils comme des pendules ou autres. Et après, en fait, quand on reconnecte aussi un lieu comme ça au sacré, c'est un peu tout l'intérêt du coup du Vastu, ça nous remet sur notre chemin de vie. Et en fait, c'est pour ça ça nous renvoie aussi à ce pourquoi en fait on est venu s'incarner sur cette planète, c'est que finalement on est quand même là pour réaliser une mission ou plusieurs missions. Parfois, on est complètement déconnecté de ce chemin de vie, de cette mission, ce qu'on appelle le dharma en sanskrit. Tout à fait. Mm. En fait, à cause de différentes choses, comme tu parlais de peut-être une mauvaise alimentation, du stress, et ça peut aussi être l'environnement qui nous déconnecte, qui nous décompense complètement, qui fait que du coup, ça nous prend vraiment beaucoup d'énergie. On est obligé de compenser l'énergie d'un lieu qui est pas harmonisé, et du coup, cette énergie, c'est de l'énergie qu'on ne peut plus mettre en faveur de notre chemin de vie, en faveur de nos actions, on va dire de nos problématiques qu'on aurait dû normalement affronter, on va dire, dans notre vie. On doit du coup compenser cette énergie, batailler à traiter des sujets comme les ondes, comme voilà différentes thématiques, agressions, on va dire, au lieu de se concentrer vraiment sur nos épreuves de vie qui étaient prévues, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Et puis bon, ça me parle de base énormément parce que j'ai cette croyance ou cette conscience-là aussi par rapport à toutes ces entraves en fait de notre monde moderne et de notre société moderne par rapport à notre connexion en fait à cette dimension sacrée et donc à notre part à nous, on va dire les Anglais vont souvent parler de higher self ou alors part divine ou de son âme ou de son soi supérieur, peu importe comment on l'appelle, mais cette connexion qui nous guide en fait et qu'en effet selon notre état de santé, notre connaissance de notre véhicule, donc de notre corps, de comment est-ce qu'il fonctionne, de ses besoins réels, on le retrouve dans
toutes les médecines ancestrales, cette libre circulation de l'énergie qui est fondamentale, parce que quand l'énergie circule correctement, quand le corps n'est pas trop intoxiqué, en surcharge, à devoir justement plutôt lutter contre l'excès de toxines et de toxiques plutôt que justement être en capacité de bien fonctionner, ben forcément les choses se passent différemment, et ce sur tous les plans. Tu l'as abordé, donc bien sûr sur un plan physique, sur notre bien-être. Bon, bah, c'est évident. Déjà, on n'a pas de maladie, on n'a pas de symptômes particuliers, on n'a pas de baisse d'énergie. Et puis après, je pense qu'au niveau de la clarté mentale, au niveau des émotions qu'on peut ressentir, de la joie de vivre, tout ça est lié. Et en effet, j'aime bien le fait que tu dises que ça nous aide aussi par rapport à notre chemin de vie, parce que forcément, quand on a une libre circulation de l'énergie dans le corps et qu'on a un corps en bonne santé, il y a une connexion en fait interne qui est beaucoup plus évidente, qui est beaucoup plus facile d'accès et qui nous guide en fait. Écouter sa guidance intérieure est beaucoup plus simple. Alors ça peut paraître tiré par les cheveux, ça peut paraître, et j'approfondirai volontiers le sujet si vous le souhaitez dans d'autres épisodes, et pourtant c'est tellement évident, c'est-à-dire qu'on a tellement segmenté absolument tout, on a tellement séparé la spiritualité de choses extrêmement pragmatiques, et pour moi, en tout cas dans mon parcours, je vois à quel point c'est une erreur majeure de décorréler les choses, parce que c'est justement en prenant soin de choses pragmatiques, à commencer par notre corps, comment il fonctionne, qu'est-ce que je mets dedans, que quand on veut mieux ressentir son énergie, moi j'ai plein de gens qui me disent comment est-ce que je fais pour ressentir ma Kundalini, comment est-ce que je fais pour sentir mon énergie, comment faire pour développer mes capacités subtiles, comment être plus aligné dans ma vie. Mais en fait, ça commence par la base, c'est-à-dire déjà connais-toi toi-même. Et connais-toi toi-même, c'est de quoi a besoin ton corps, comment est-ce qu'il fonctionne correctement. Parce que quand il s'agit d'aller regarder à l'intérieur, il faut que cette machine interne soit déjà en pleine santé. Ça facilite énormément. Je dis pas que c'est forcément obligatoire, mais ça facilite le chemin vers soi et ce pourquoi on est là. Donc bon, désolée pour la parenthèse qui a duré des plombes, mais c'est vraiment pour expliquer à quel point, oui, quand on est dans ce chemin-là, très pragmatique, santé, bien-être ou beaucoup plus spirituel, tout ce qu'on va aborder dans ce podcast et tout ce que j'aborde dans tous les épisodes de ce podcast, c'est utile et c'est complémentaire. Voilà, après libre à chacun de mettre son focus et son énergie sur un point ou plusieurs, mais tout ça c'est utile et puis ça permet au fur et à mesure d'aller de plus en plus loin. On a pu voir cet aspect plus sacré. J'imagine que c'est certainement lié aussi à cette géométrie sacrée qui elle aussi n'est jamais linéaire, carré. On doit retrouver certainement de ça aussi peut-être dans le Vastu Shastra. Tu pourras nous en parler. Avant ça, c'est vrai que quand tu introduis le Vastu Shastra, je le disais aussi dans l'intro, ça fait tout de suite penser à la géobiologie. Ça peut faire penser aussi à cette vision plus asiatique encore qui est le Feng Shui. C'est quoi la différence? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Mhm. La géobiologie, géo ça veut dire la terre, bio le vivant et logie ça vient de logos, qui veut dire l'étude, la science. Donc c'est la science, enfin l'étude de l'impact de l'environnement sur le vivant. Et la géobiologie, bon il y a différents courants, mais de manière générale, elle va plutôt traiter tout ce qui vient de la terre. C'est pour ça que ça commence par géo. Et en fait, par exemple, on parle de cours d'eau souterrains, de failles souterraines. Souvent, on connaît bien ces sourciers qui avaient des baguettes de noisetier dans les mains et puis qui cherchaient des sources d'eau. Et ben, ça, c'est une partie, on va dire, de la géologie. Et en fait, voilà, il y a ces cours d'eau souterrains, par exemple, qui sont pas bons pour la santé parce qu'ils viennent nous dévitaliser, transporter notre énergie. Ils sont très bien dans la nature, mais par contre, quand on a un cours d'eau sous notre lit ou sous un canapé ou sous un endroit, en tout cas, sur lequel on reste longtemps et régulièrement, eh ben, ça vient nous dévitaliser, ça vient abaisser notre niveau d'énergie et nos défenses immunitaires. Et derrière, bien souvent, quand on a un cours d'eau souterrain, il est au fond d'une faille en fait parce qu'il a pu creuser, par exemple, creuser dans la terre ou voilà, s'infiltrer dans une faille. Et de cette faille, il y a de la radioactivité qui sort, c'est un rayonnement gamma et qui vient nous arracher des électrons à nos cellules et créer des radicaux libres. Et après, on sait que les radicaux libres, c'est ce qui peut causer des cancers sur le long terme. Oui, c'est hyper oxydant et favoriser l'oxydation. Ouais. Okay. Voilà, tout à fait. Donc donc ça c'est un exemple d'agression. Il y a aussi des réseaux qui viennent en fait de la friction du noyau interne avec le magma. Donc ça c'est des réseaux Hartmann et des réseaux Curie. Souvent ils sont connus sur des personnes qui commencent à connaître un peu la géologie. Et en fait voilà, tous ces aspects, ce sont des perturbations plutôt dites naturelles qu'on vient analyser en fait en tant que géobiologue. Voilà. Donc ça c'est une première partie.
Et après, la géobiologie, elle traite aussi tout ce qui est perturbations artificielles. Donc, on avait fait des podcasts sur les ondes électromagnétiques, ça fait partie des perturbations artificielles. Et il y a aussi la pollution de l'air. Voilà, il y a tout un paquet qu'on rajoute malheureusement année après année. Et donc, le géobiologue, c'est ça sa mission, c'est de détecter ces perturbations, de les mesurer et après de mettre les personnes en sécurité dans un lieu, donc en déplaçant un lit, en mettant des protections par rapport aux ondes, voilà, pour que les personnes soient en sécurité par rapport à ces agressions-là. Et la différence par rapport au Vastu Shastra, du coup, c'est que le Vastu Shastra, il inclut en fait tous les bienfaits de la géobiologie, parce que c'est très important de se mettre en sécurité par rapport à ces perturbations. Et derrière, en fait, le Vastu Shastra vient rajouter cette connexion au sacré dont je parlais, c'est-à-dire que il va apporter des corrections qui vont faire que l'énergie va pouvoir être alimentée à nouveau sur le lieu, donc en commençant par le terrain et après sur la maison. Et après, on va regarder à l'intérieur de la maison comment est-ce que cette énergie, elle circule. Est-ce qu'elle est bien distribuée dans les différentes pièces? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-courant, d'endroits où l'énergie peut pas du tout aller, ou au contraire, elle arrive en abondance, mais elle s'échappe par des évacuations, par exemple. Et en fait, le fait de refaire circuler cette énergie à l'intérieur du lieu, eh ben, on va redonner la vie, enfin, puis l'énergie vitale originelle, en fait, ce prana, au lieu dans sa globalité. Donc c'est là où le Vastu Shastra va quand même beaucoup plus loin, et on pourrait dire que c'est même un peu un mélange entre et de la géobiologie et du Feng Shui aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, alors en fait, ça me fait vraiment penser au fait au Feng Shui, qui semble être très interne, en fait, en quelque sorte. Après, tu vois, la réflexion que je me suis dite, c'est si ça se trouve, un puriste, c'est quelqu'un qui a étudié le Feng Shui de A à Z pourra te dire, oui, mais le Feng Shui intègre aussi les lieux, la terre, etc. Mais bon, ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que comme ça, à prime abord, je me suis dit, ok, on a à la fois le côté terrestre, faille, environnement extérieur de la maison, géobiologie, donc les ondes, comme tu disais, les réseaux Hartmann, etc. L'intérieur, où moi, vraiment, le Feng Shui, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai emménagé chez moi et pour vraiment essayer d'harmoniser au maximum les choses. Bon, c'était un peu un casse-tête, on va pas se le cacher, hein, parce que quand il faut plutôt le bureau dans tel sens, mais surtout pas d'eau à la porte, on se fait des trous au cerveau. Et donc là, en effet, le Vastu, pardon, pourrait être se combiner des deux, selon toi aussi, alors. C'est ça, et le Feng Shui a été apporté par des moines bouddhistes en Chine, mais c'était il y a à peu près 5000 ans. Et en fait, on parle souvent de l'ancêtre, le Vastu comme étant l'ancêtre du Feng Shui. Donc c'est pour ça qu'on retrouve certains principes, on s'appuie aussi sur les 5 éléments. Donc voilà, par contre, peut-être la différence que j'ai pu noter, c'est que sur les solutions qui sont apportées par le Vastu, elles vont pas dépendre des saisons, donc en fait elles vont être peut-être plus pérennes dans le temps. En tout cas ce que j'ai pu observer. Et puis elles vont pas nécessiter de faire des gros travaux ou des gros aménagements en fait. On vient mettre des corrections, enfin à base de cuivre et de marbre en fait pour donner un exemple. Ça réalimente tout le lieu en énergie sans forcément jouer sur les peintures, sur une cloison, une porte qu'il faut déplacer ou autre. Et concrètement, comment est-ce que se déroule une harmonisation quand tu veux harmoniser un lieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les points de vigilance qu'on peut avoir aussi chez soi par rapport à ça? Une harmonisation, en fait, elle se passe en 3 temps, on va dire. Il y a une partie avant, après on fait l'harmonisation, puis il y a la partie après. Au tout début, avant l'harmonisation, donc il y a une prise de contact qui est faite avec la personne. Là, on recueille du coup les différentes problématiques qui font que on nous appelle et puis les différents besoins. Et derrière, nous, on étudie donc le dossier. On fait appel aussi à l'Institut français de Vastu, institut auquel, qui m'a formé du coup récemment, et qui nous aide aussi sur certains gros dossiers, parce qu'il y a toujours de la théorie qui est enseignée, mais derrière, il faut quand même profiter de nos experts et voilà, nos maîtres Vastu de l'institut pour nous aider si c'est vraiment compliqué. Après, si ça c'est tout bon, on fait donc l'harmonisation. Donc en général, il faut compter une bonne journée pour une maison qui fait 100 mètres carrés, 150 mètres carrés avec un terrain. Il y a au début, donc on commence avec la rencontre. Hein, c'est souvent le premier moment où on se rencontre physiquement. On a un temps d'échange aussi pour apprendre à se connaître puis recueillir vraiment le détail, on va dire, des problématiques. Ensuite, on visite le lieu pour bien s'imprégner de l'énergie du lieu, calmement. Ça, c'est vraiment très important parce que notre principal outil, en fait, de détection, de mesure, eh ben, c'est notre corps physique.
C'est grâce à lui qu'on va avoir des ressentis si nos corrections elles sont adaptées ou pas adaptées. Si pareil par rapport à notre intuition, s'il y a des corrections qu'on apporte et puis on est juste des techniciens, bah ça va pas fonctionner parce qu'on va vouloir appliquer une théorie et en fait il faut vraiment faire appel à ses ressentis. C'est tout aussi important que la technique qu'on utilise. Et par exemple, si on est sur une correction qu'on est en train de faire et que c'est pas ce qu'il faudrait faire, souvent on a l'intuition puis on nous dit Coco, le mur énergétique que tu as mis ici, il est pas à la bonne place ou il est pas fait correctement. Donc du coup, ça va vraiment tuer l'énergie du lieu. Hein. Ça peut être, on peut faire vraiment du très très beau, très très bon, comme on peut venir tuer un lieu si jamais on se trompe quoi. On visite le lieu, on s'imprègne de l'énergie. Ensuite, donc si c'est une maison avec un terrain, donc on va d'abord corriger le terrain parce que l'énergie, elle arrive d'abord en fait sur le terrain. Donc on va regarder la forme du terrain, l'orientation de la maison, l'orientation du terrain. S'il y a des piscines, par exemple, tu vois, avoir une piscine à l'ouest, c'est très très mauvais parce que ça vient décompenser en fait l'énergie sur le lieu. Voilà, il y a tout un ensemble à faire et selon la configuration du terrain, si jamais c'est en pente ou plat, on va passer plus ou moins de temps en fait à positionner les corrections. Et ensuite, une fois que le terrain, donc on a mis les principales corrections, on sent tout de suite déjà que l'énergie, ça y est, elle réalimente le terrain. Et au pendule, par exemple, quand on mesure la vibration, on voit que ça monte très très vite. Et là, on a déjà multiplié par 10 ou par 20 l'énergie du lieu. Et voilà, il y a déjà des choses qui se passent. On sent que ça picote dans les pieds, que ça monte dans les jambes. Et souvent, on invite les clients à faire un premier retour comme ça à chaud de comment ça se passe. Après, on rentre dans la maison. Donc là, c'est pareil, on applique les grosses corrections au départ. Souvent, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure après, dans quel cas on fait une harmonisation est recommandée. Et par exemple, tu peux avoir des maisons qui sont orientées à 45 degrés par rapport aux axes cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et ça, on dit que c'est des maisons qui sont hyper dynamiques parce qu'en fait, elles sont ni 100% statiques, donc axées sur l'axe nord, sud, est, ouest, mais elles sont à 45 degrés. Et c'est des maisons où l'énergie n'arrive pas du tout à se poser, ça nous chamboule, ça amplifie tous les problèmes qu'on peut avoir, les enfants sont vraiment instables, enfin c'est voilà le genre de problématique qu'on peut avoir. Et tout de suite, en fait, on vient appliquer la correction pour réduire en fait cette comme si on déplaçait la maison en rotation et on la ramenait à peu près à 15 ou 20 degrés, qui fait qu'on aura un bon équilibre entre du statisme et l'hyperdynamisme et on aura une énergie qui aura la bonne fréquence sur le lieu. Du coup, j'imagine qu'il y a plein, en effet, d'harmonisation, de choses possibles à faire et d'analyse. Et à la limite, ce sera intéressant que je mette le lien aussi en descriptif du podcast de l'Institut de Vastu Shastra pour les personnes qui veulent creuser, qui veulent peut-être se former comme toi, etc. Ou te consulter, bien sûr, hein, il y aura aussi tes liens. Du coup, ce qui me vient là, c'est, OK, qu'est-ce qui doit m'alerter? Si ce n'est la curiosité, parce que moi, je vais avoir toujours ce côté curieux d'aller explorer, puis de me dire, tiens, si j'ai un lieu, si je suis chez moi, je vais vouloir explorer. Mais sinon, qu'est-ce qui pourrait nous donner envie aussi, ou se dire qu'il est nécessaire de faire une harmonisation? Et quand tu disais, on fait les corrections, quelles corrections simples on peut mettre en place chez soi, en toute autonomie, si c'est possible? Dans quel cas peut-être on peut faire une harmonisation, enfin en tout cas quand c'est recommandé. Souvent quand on a le sommeil qui est difficile, qui est peu réparateur, ou qu'on a une fatigue qui est chronique, ça peut être vraiment intéressant parce que par exemple, tout à l'heure je parlais du cours d'eau, et si on dort sur un cours d'eau, mais qu'on a une très bonne alimentation, on n'a pas de stress, tout ça, on se dit mais mince, qu'est-ce qui se passe? Tous les voyants sont ouverts, mais je dors toujours très mal. Donc ça peut être un indicateur. Ensuite, on peut aussi, si jamais on a un voisinage qui est toxique, ça peut être intéressant parce qu'on peut créer des coupures énergétiques qui font qu'on va vraiment dissocier les deux mondes. Hein, on va dissocier dans l'énergétique notre voisin de notre propriété. Donc ça, c'est des choses qui marchent très très bien. Voilà. Après, il y a l'orientation de la maison. Utile, ouais. Oui, selon les cas, il y a des toxicités plus ou moins importantes. J'aurais plein d'anecdotes à raconter comme ça. On a l'orientation de la maison, donc statique ou dynamique, comme je parlais. Ça peut être aussi si on est à proximité d'une antenne relais qui vient vraiment frapper sur notre maison ou une ligne haute tension. On peut se désolidariser en fait de la perturbation de ces systèmes artificiels. Si on est au bout d'une impasse aussi, c'est là je l'aime bien. On dit qu'on vit, on est vraiment au fond de l'impasse, quoi. Et c'est ce qui se passe en fait. L'énergie, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la rue et puis alimenter notre propriété. Et on dit qu'on est vraiment dans une impasse, donc l'énergie n'est pas alimentée et souvent les projets ont vraiment du mal à se dérouler, à se mettre en place. Donc là, il faut vraiment réalimenter l'énergie sur le lieu.
Et voilà, il y a plein de cas, si on vend pas une maison, par exemple, on n'arrive pas à vendre, ou même pour tout ce qui est professionnel, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais ça marche très bien aussi. Par exemple, vous avez un Mhm. cabinet de soins où vous apportez des soins à des personnes, il y a souvent des thérapeutes qui font appel à moi. Tout est bon, la théorie, la pratique du soin est très très bien, mais ça tient pas dans le temps ou voilà, ça arrive pas à faire ce que ça doit faire. Et en fait, c'est que les personnes, elles se redécompensent chez elles très très vite au lieu de se ressourcer dans leur lieu de vie. Et donc, ça peut être Mhm. un plus. Ok, très bien. Donc en effet, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on peut faire et je pense que on a tous certainement des exemples. Moi, ça va, j'ai de la chance ici. Je me sens bien chez moi, j'ai des voisins qui sont pas toxiques, mais je pense que bon voilà, il y a toujours des leviers d'amélioration. Tu vois, ce qui m'est venu tout à l'heure, tout de suite, j'ai tiqué sur les arêtes dans les murs, dans les angles qui coupent en fait la circulation de Hmm. l'énergie ou autre. Qu'est-ce qu'il est possible de faire déjà pour se dire, ok, je sais que, tu vois, moi je me rends compte qu'il y a des parties de mon appartement dans lesquelles je vais jamais. Tu vois, et c'est certainement qu'en effet, c'est un petit peu plus enclavé, j'ai envie de dire, ou autre. Là où je vais beaucoup, c'est là où il y a beaucoup de plantes. Tu m'as vu tout à l'heure en vidéo, dans mon bureau, c'est une jungle, il y a pas mal de plantes, dans chaque angle, il y en a, etc. Est-ce que c'est des outils d'harmonisation qu'on utilise de manière assez inconsciente? Quels sont ceux que tu recommandes en général pour que déjà chez soi, on puisse limiter la casse, on va dire? Après, je pense que tu as donné vraiment des très bons exemples. Déjà, Mm. le premier outil, c'est tes propres ressentis. Si jamais tu sens que t'es pas très bien dans une pièce et t'es mieux dans une autre, bon bah, vaut mieux passer du temps, on va dire, dans celle où tu te sens mieux. Ce que j'invite vraiment à faire, c'est de noter toutes ces petites choses, parce que parfois, on s'en rend pas très compte, et le fait de noter, de dire, bah ouais, dans cette pièce-là où le toit est peut-être un peu plus bas, je me sens plus écrasé. Donc voilà, c'est déjà dans un premier temps de faire la liste de tout ce qui va bien et tout ce qui va moins bien. Et Mm. après, c'est vrai que tu parlais des ondes de forme. Ça peut être des choses à faire chez soi. Par exemple, si on a une poutre au plafond qui est au-dessus d'un lit, par exemple, avec des angles qui sont à 90 degrés, puis voilà, une poutre c'est bien dur. Et ben, cet angle-là, il va venir frapper le lit et du coup nous faire comme une flèche qui rentre dans notre corps énergétique. Et ça peut être intéressant de venir chanfreiner en fait ces angles-là. Donc bon, il y a des différents outils de bricolage pour faire ça, et ou alors de décaler le lit et puis de plus être vraiment à l'aplomb de cette poutre avec cette onde de forme. Mais toute onde de forme, en fait, tout angle saillant qui fait 90 degrés plus ou moins, ça vient voilà faire comme une flèche. Et plus le matériau est dur, plus la flèche sera perçante. Donc Mm. ça, c'est un des Donc, exemples. Et après, il y a ouais. un exemple qui est peut-être plus facile à mettre en place. C'est quand on a un miroir qui fait face à une porte. En fait, faut bien voir le miroir comme quelque chose qui réfléchit l'énergie, comme quand il réfléchit notre image. Et en fait, si on a l'énergie qui rentre dans une pièce, par exemple, et puis ou qui voudrait rentrer dans une pièce, mais il y a un miroir sur la porte, et ben, elle va aussitôt repartir en arrière et être chassée. Donc ça, c'est pas vraiment recommandé. Il vaut mieux les mettre sur le côté, comme ça au moins ça va dévier l'énergie, mais au moins ça va pas l'empêcher de rentrer dans la pièce. Et de la même Mhm. manière, si vous avez des miroirs dans votre chambre, ça c'est vraiment pas bon. Il vaut mieux Ouais. les masquer pendant la nuit. Normalement, il faut pas se voir dans un miroir en fait quand on est dans notre lit. Il vaut mieux masquer les miroirs ou complètement les enlever quoi. Je l'ai souvent entendu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors le pourquoi de ce qu'on m'avait expliqué, c'est que, mais bon, j'ai pas pu le vérifier, c'est que pendant nos rêves, en fait, il y a des interactions sur différents plans, et le Ouais. miroir, il viendrait en fait rentrer, enfin nous renvoyer des choses qu'on a peut-être envie d'extérioriser par rapport à notre corps, ou c'est un peu le moment pendant nos rêves en fait où on vient ranger ce qui est bon, ce qu'on garde, et puis voilà, ressortir tout ce qui est mauvais. Et en fait, c'est comme Mm. si ça venait rebondir sur nous. Enfin, en tout cas, il y a des interactions avec notre énergie et c'est pas très bon Mm. quoi. Ok, tout à l'heure tu parlais du marbre et du cuivre. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser avec ces matériaux ou pas? Enfin, qu'on peut faire facilement ou une fois que la maison est construite, c'est trop tard. Non, alors c'est en fait c'est le matériel donc à base de cuivre ou de marbre, mais après c'est vraiment aussi il y a des symboles qui sont dessus qui vont rentrer en résonance avec l'énergie sur le lieu. Et après c'est vraiment la manière dont on va les positionner les uns avec les autres où il va y avoir un phénomène de résonance qui va se produire et qui va faire qu'on va pouvoir apporter des corrections à tel ou tel endroit. Mais c'est pas par exemple si tu as un morceau de marbre qui s'est cassé de ton plan de travail et tu le poses dans un coin où sous une poutre voilà qui te faisait cette flèche, ça va pas fonctionner comme ça parce qu'en fait il y a une orientation du champ magnétique en fait sur les marbres et du coup selon comment tu le poses et comment tu les mets entre eux, bah tu auras un phénomène de résonance ou pas. Et puis il faut être vraiment précis parce que si jamais tu bouges de plus de 5 degrés l'axe du marbre, ça marche pas du tout en fait. Donc ça c'est plutôt après vraiment les techniques qu'on utilise pendant l'harmonisation.
Mais voilà, déjà, si il y a des petites choses à faire, c'est vraiment par rapport à ces ondes de forme, ces miroirs, où il y a aussi ne pas être en face du flux rentrant en fait dans une pièce. Si tu mets ton lit pile poil en face de ta porte de chambre avec un grand couloir qui donne dessus, il y a vraiment, faut Mm. imaginer ce flux d'énergie qui vient frapper ton lit. Et ça, c'est Mm. vraiment pas bon. Vaut mieux le décaler. Ouais. Ouais, en fait, il y a pas mal de choses qui sont assez similaires au feng shui, en effet, dans des Mm. choses que j'ai pu voir, notamment, voilà, par rapport aux portes, par rapport aux miroirs, par rapport au fait, voilà, de pas être, autant quand tu travailles, de pouvoir voir la porte pour pas la voir dans ton dos, mais que tu sois pas au milieu du chemin qui amène à la porte par rapport justement à cette circulation de l'énergie. Enfin, on retrouve vraiment des choses similaires. Est-ce que il y a, tu sais, par exemple, typiquement en Ayurveda d'ailleurs, il y a des routines d'hygiène vitale. Tu vois, il y a la lota pour nettoyer ton nez, le raplang, l'automassage, on va voir le brossage à sec en naturopathie, etc. Est-ce qu'il y a des routines pour l'habitat ou pas? Ou c'est quelque chose qui est pas du tout abordé? Tu vois, je pense à un truc débile, mais du genre, par exemple, pour monter aussi le niveau de fréquence d'un lieu, de faire le ménage régulièrement, de faire de la place, c'est-à-dire pour moi, c'est pas du tout lié au vastu, hein, ce que je dis, hein, c'est juste des choses générales par rapport à augmenter l'énergie d'un lieu, le fait de voilà faire de la place, éviter tous les encombrements, vider un peu les armoires, les bibliothèques, se libérer de tous les bibelots. D'ailleurs, dans le feng shui, il y a quelque chose de très minimaliste aussi, c'est pas pour rien. Le fait de faire le ménage régulièrement et puis à la fois pour y mettre son énergie, puis vraiment aussi enlever voilà la poussière, ce qui stagne, etc. Ça aide d'aérer les pièces tous les jours. Bon, ça paraît c'est du bon sens en fin de compte, mais finalement c'est très aidant. Est-ce que et d'ailleurs ça se sent quand on est sensible à ça, on voit que quand on a fait un gros ménage de printemps et le ménage, on se sent tout de suite mieux chez soi. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas? Ce qui me venait vraiment, enfin, c'est vrai que tous ces principes-là, c'est des très très bons principes, hein. Tu parlais de l'aération, du ménage, enfin, tout ce qui peut, on va dire, optimiser, et puis faire même du bien à l'esprit d'un point de vue Hmm, physique, mais après, ça fait aussi bien sûr. du bien d'un point de vue énergétique. Après, c'est vrai que ce qui me venait aussi, si je dois vraiment faire un lien avec le Vastu Shastra, c'est en fin d'harmonisation, on fait ce qu'on appelle la correction des points marma, parce qu'il y a des points marma en fait sur le corps humain Ouais, tout qui à sont des fait. points vraiment spécifiques sur lesquels on peut faire des soins pour débloquer ces points et puis voilà, refaire circuler l'énergie. C'est comme la réflexologie, sauf qu'on l'appelle la marmathérapie, mais comme de la réflexo en fait. Exactement. Et souvent les Mm. médecins ayurvédiques donc connaissent très bien ces points marma sur le corps. Et en fait, la maison a aussi ces points marma. Et on dit que si ces points marma sont obstrués, sont bloqués par, je sais pas, un meuble ou trop de bazar, voilà, qui n'aura pas été rangé, et ben l'énergie va vraiment pas pouvoir circuler correctement. Et du coup, je te rejoins tout à fait sur le fait que si voilà, on peut ranger et avoir plutôt un encombrement minimaliste dans la maison, c'est vraiment mieux. Ouais, tout à fait. Ouais, très bien. Et comment faire du coup? Je sais pas si on veut faire un diagnostic de sa maison. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des choses qui se font? Parce que tu vois, des fois, il y a des gens qui font des soins énergétiques à distance. Est-ce que non, là, la personne elle doit venir sur place? Comment ça se passe? Alors l'harmonisation, elle se fait forcément sur place parce que c'est voilà, bah t'as compris, il y a du matériel à poser, il y a de l'énergie à ressentir sur le lieu. C'est vrai qu'on est sur des plans quand on parle de l'énergie où il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace. Donc on peut très bien faire des mesures de taux vibratoire à distance. On peut aussi faire des libérations d'entités. Il y a tout ce qui est paranormal, ça marche très très bien. Et après les détections, moi je recommande vraiment de faire appel à des personnes qui viennent les faire sur place parce qu'on est beaucoup plus précis et on peut après aussi voir les ressentis du client en face. Mais donc ça c'est vraiment pour l'harmonisation. Après c'est quand même un engagement aussi sur beaucoup de plans, une harmonisation, parce que ça nous remet, comme je disais en introduction, sur notre chemin de vie. Ça nous donner un gros coup de boost d'un point de vue énergétique dans le lieu. Donc il faut être prêt à faire ça. Si jamais on n'est pas forcément prêt, c'est vrai qu'il y a une bonne étape, enfin une bonne première étape, ça peut être de faire un diagnostic. Et ça, donc ça se fait très bien à distance, ça dure à peu près 1 heure. Donc souvent on s'appelle un peu avant. Moi je récupère les besoins de la personne et ensuite je fais après une restitution pendant 1 heure de toutes les problématiques que moi j'ai pu constater à distance. Et puis ça donne au moins un aperçu global de ce qu'il faudrait corriger pendant une harmonisation. Au moins ça permet de faire une Ouais. photo à l'instant T de l'état des lieux. Puis souvent, il n'y a pas que du mauvais, hein. Il y a aussi des bons points dedans, des forces qu'il faut Mhm. garder. Et puis Mhm. parfois, voilà, il y a quand même des points à corriger, à harmoniser. Et c'est voilà, souvent ça confirme des ressentis des personnes, voilà, de ce qu'ils ont comme ressenti chez eux.
D'accord. Et du coup, quel type de tips tu peux donner? Par exemple, je me mets à la place d'une personne qui vit au Québec et qui t'écoute et puis qui dit, bah tiens, j'aimerais faire un diagnostic, mais je vis dans une pampa paumée. Est-ce qu'après, tu vois, elle a des tips qu'elle peut réaliser elle-même? Ou est-ce qu'il y a besoin quand même qu'au final, dans l'harmonisation, toi ou la personne qui fait le diagnostic se déplace? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors des tips en plus par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Bon, c'était ce que je disais tout à l'heure par rapport aux ondes de forme, au miroir. C'est vrai que c'est des petites Hmm. choses qui peuvent faire quand même du bien. Après, sinon, bon, là, ça peut être de faire un diagnostic dans un premier temps pour avoir déjà une première idée de voilà du niveau de problème ou de force de l'appartement, enfin de l'habitat. Et derrière, après, ça peut être de faire appel à soit un consultant Vastou s'il y en a sur place là-bas, ou sinon déjà dans un premier temps un géobiologue sur place. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup au Québec, par exemple. Et pour au moins déjà se mettre en sécurité par rapport aux cours d'eau, par rapport aux failles et par rapport à tous les aspects géobiologiques. Et déjà, Hmm. voilà, c'est vraiment nécessaire de faire ça. Ça peut ne pas être suffisant si jamais on veut vraiment donner au lieu l'énergie, voilà, tout ce que rajoute le Vastou. Mais déjà, c'est vraiment nécessaire pour rester en bonne santé et pour voilà, éviter des pathologies plus lourdes sur le long terme. Ok, super. Bon, très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a pu voir de manière déjà assez vaste tout le potentiel de cette pratique ancestrale. Et puis c'est là que tu te dis que tous les lieux sacrés, tout comme quand on se sent super bien, parfois dans un temple, dans une église ou autre, c'est pas pour rien. C'était des personnes qui avaient accès à toutes ces connaissances et ça se ressent en général. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as envie voilà, d'approfondir ou quelque chose que tu voulais ajouter pour cet épisode? C'est vrai que parfois les personnes me demandent mais est-ce que ça se ressent ou pas et souvent j'ai des personnes qui m'appellent et puis qui me disent mais moi de toute façon je ressens absolument rien, j'ai jamais rien senti ou quoi. Et c'est Mm. intéressant parce que souvent c'est plutôt peut-être un petit manque de confiance en soi par rapport à ses ressentis parce que en général, enfin je crois que ça m'est jamais arrivé de rencontrer une personne qui m'ait dit j'ai jamais ressenti quoi que ce soit en rentrant dans tel ou tel lieu. Souvent les Ouais, personnes elles c'est clair. ressentent cette maison où elles n'étaient pas vraiment à l'aise, ou alors cette maison où c'était beaucoup mieux, ou voilà, tu parlais d'une église par exemple ou d'un temple. Et souvent, Mm. c'est des choses qui sont qui voilà qu'on ressent. Et juste peut-être un conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment vous faire confiance par rapport à vos ressentis, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Quand on dit qu'on est après géobiologue ou qu'on fait des libérations d'entités, qu'on n'est pas sur de l'âme ou autre, en fait, c'est super simple. C'est juste qu'il faut faire confiance à ses ressentis. Et c'est vraiment notre corps qui vous donne ces informations-là. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, quoi. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de plein de trucs. C'est Mm. très très simple. C'est très très simple. Merci de nous le dire, merci de le préciser. Et en fait, ce que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est qu'en fait, des fois, ça demande juste le temps de se poser. Alors moi, j'aime beaucoup les pratiques énergétiques, j'aime beaucoup le yoga, j'aime beaucoup le qigong. Pour ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vraiment déjà nous reconnecte à notre corps, donc à nos ressentis, parce que sans corps, on n'a pas ces ressentis-là. C'est lui, hein, en fait, hein, qui nous guide énormément, qui nous informe en fait de ce qui se passe. Nos émotions également, quand on est traversé par nos émotions sont vraiment la clé de compréhension de notre monde intérieur et extérieur. Et nos émotions sont extrêmement brimées depuis qu'on est enfant, pour beaucoup, de moins en moins, mais quand même encore beaucoup. Et on apprend aujourd'hui, plus à l'âge adulte, à comment connecter à nos émotions, comment les libérer, etc., comment se laisser traverser. Et pour moi, vraiment la clé, parce que des fois, quand on parle d'énergétique, on me demande souvent, ok, mais on fait quoi? Un, c'est travailler votre ancrage, parce qu'en fait, comme la machine à laver, elle a une prise terre, et s'il n'y a pas de prise terre, ça part complètement en sucette. Bah, c'est pareil pour le corps humain, en fait. C'est-à-dire qu'on a nos électrons positifs, nos ions positifs, négatifs, on a nos polarités yin-yang, et à un moment donné, on peut pas espérer ressentir des choses et se développer sur ces plans-là si on n'est pas branché à la terre. Donc, toutes les techniques d'ancrage sont extrêmement importantes, à mon sens. En tout cas, ça a été un game changer pour moi aussi de vraiment travailler en profondeur mon ancrage. Idem, donc des techniques énergétiques comme voilà le qigong, le yoga. Je vois vraiment le qigong comme quelque chose de précieux et de complémentaire au yoga, parce que on est vraiment dans cette. Au début, on fait semblant pour sentir sa boule d'énergie, etc. Enfin, selon là où on en est. Et puis au bout d'un moment, il y a des choses qui se développent. Et du coup, ce qu'on pouvait mettre peut-être avant 10 minutes à sentir, au bout d'un certain temps, on sent en quelques secondes. Et puis le troisième point majeur, donc ancrage, pratique énergétique. Troisième point, c'est de prendre le temps d'observer. C'est-à-dire que
quand on est dans un environnement en pleine nature, il y a des gens qui vont se balader en forêt, ils vont voir un écureuil, ils vont voir une biche, ils vont voir une famille de fourmis passer, ils vont voir telle race, tel truc, tel arbre, bref, ils vont voir plein de trucs, mais tout simplement parce qu'ils sont vraiment en pleine conscience et ils prennent le temps d'observer. Et il y a des personnes qui vont marcher à la même vitesse, mais qui n'ont pas du tout cette capacité d'observation et qui vont rien voir. Et en fait, c'est important en tout cas quand on est intéressé pour aller connecter un peu plus à tout ça et développer ces capacités-là, juste de prendre le temps de se poser et tiens, quand on est dans une pièce, de fermer les yeux, de respirer, de se connecter dans son bas-ventre, de se connecter au niveau de son cœur. Moi, j'ai tendance à dire connectez-vous à votre premier dentier qui est celui du ventre, sous le nombril, entre le pubis et le nombril. Puis qu'est-ce qui se passe ? Comment vous vous sentez ? Est-ce qu'il y a une crispation ? Est-ce qu'il y a une ouverture ? Est-ce que vous vous sentez plutôt impatient, plutôt serein ? Est-ce que vous sentez rien ? C'est pas grave, refaites l'exercice, mais c'est souvent en prenant le temps de poser son attention sur quelque chose que là, ça vient. Et vu qu'on est plutôt éduqué à faire tout vite, tout bien, immédiatement, bah parfois, quand moi ça m'est arrivé il y a quelques années, j'avais une femme qui était venue chez moi, une géobiologue d'ailleurs, qui était venue puis qui me disait regarde, tu vois tes pierres comme elles sont rangées. Mes pierres à l'époque, elles étaient rangées toutes entassées dans une boîte. Elle me disait tu passes ta main et sens l'énergie. Je lui disais j'ai du mal. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu plus développé ça, on sent tout de suite que ça va pas, que c'est complètement bloqué, comprimé, que ça fait que c'est lourd. Voilà, que c'est lourd. Alors que aujourd'hui, tu vois, j'ai un artefact de cristaux sur mon bureau, donc il y a vraiment des cristaux qui sont mis avec un plateau de géométrie sacrée, chaque pierre à un endroit très précis. Et aujourd'hui, quand tu passes la main autour de ça, déjà tu sens que ça circule et puis tu sens que ça fait comme un puits énergétique, que ça émane de l'énergie en fait. Mais ça, on apprend à le sentir juste en prenant le temps de mettre la main, ok là je sens pas trop, puis demain qu'est-ce que ça donne, et de poser sa conscience peut-être 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et il est là le truc. Et je pense que franchement, en tout cas pour moi, ces 3 choses-là, sans y passer des heures par jour, genre 10 minutes de Qigong tous les jours, prendre le temps de s'exercer, puis travailler son ancrage, c'est des petites choses qui prennent pas de temps, mais qui, quand on les fait tous les jours, nous aident à connecter en fait à cette dimension plus subtile, plus énergétique, et donc des fois à vivre plus en conscience aussi. Fred, merci beaucoup pour nous avoir partagé cette passion et puis ta pratique qui s'est ajoutée à toutes les pratiques que tu faisais jusque-là. C'est vraiment super sympa de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Moi, c'est un sujet qui me passionne et t'as bien compris, je pourrais en parler pendant des heures et voilà, c'est toujours difficile dans le temps imparti, mais c'est vraiment super chouette d'avoir pu partager ça et j'espère vraiment que ça pourra aider toutes les personnes qui écoutent ce podcast pour aller vers plus de sérénité dans tous les lieux lieux de vie, de professionnels. Parce que c'est vraiment une chance aujourd'hui d'avoir accès à ces techniques. C'est vrai. On le voit de toute façon, toutes les techniques ancestrales, elles reviennent au grand galop parce qu'aujourd'hui, on en a énormément besoin et c'est des aides précieuses. Et je pense que des fois, on pourrait se dire, oh là là, ça fait beaucoup, mais on n'est pas obligé de tout faire. En fait, encore une fois, on commence là où on est attiré. Et puis quand la nutrition s'est acquis, on va peut-être réaménager son bureau. Puis quand ça s'est acquis, on va peut-être se mettre à méditer ou pas. Mais peu importe. L'idée, c'est de justement pouvoir proposer tous les outils qui sont à notre disposition pour vivre une vie plus harmonieuse, plus heureuse, plus alignée. Et puis après, chacun a son libre arbitre et fait ce qu'il veut, quoi. C'est ça. Et puis c'est vraiment à son rythme. Il n'y a pas de course du tout. C'est vraiment à son rythme et en fonction de son évolution personnelle, ses casseroles qu'on libère au fur et à mesure. Et il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'outils aujourd'hui. On a vraiment une immense chance. Internet nous a propulsé aussi dans la diffusion de ces outils, les partages, les formations. Donc c'est d'une immense richesse. Donc faut en profiter. Exact. Merci Fred. Et puis si on veut te retrouver, Fred, t'as ton site toujours le même, frédéricaubourg.com. T'as d'ailleurs ajouté une page qui parle du Vastu Shastra, donc je vous invite à aller la consulter. Si vous le souhaitez, bien sûr, à prendre contact avec Frédéric, qui est quelqu'un vraiment de confiance. Est-ce que tu peux redire dans quelle région tu vis? Parce que si il y a des personnes qui veulent te rencontrer en présentiel, ça pourrait peut-être les intéresser. Alors j'habite en Haute-Savoie, du côté de d'Annecy, pas très loin du lac. Et après, c'est vrai que je me déplace très facilement en Haute-Savoie et en Suisse, comme ça, à proximité. Aussi sur toute la France, en fonction du nombre de dossiers que j'ai. Je peux me déplacer super. sur Paris, différents endroits. Très bon à savoir. Ok. Écoute, merci beaucoup Fred. Et merci à toutes et tous pour votre écoute. Et puis je vous renvoie vers les liens en descriptif de ce podcast pour plus d'informations.
Un grand merci à toi, Lisa. Bye bye! J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements dans votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site lisasalis.com ou sur celui de mon académie HYGIE, sur laquelle vous trouverez de nombreuses formations avec une approche holistique de la santé. À très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous.